Ces événements qui durent depuis des décennies ont déjà pu montrer que ce genre de problèmes ne peuvent pas être résolus par la force. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aborde plusieurs sujets lors de cet entretien que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Il critique l'approche de l'Occident au Proche-Orient et en Ukraine, mettant en lumière ce qu'il perçoit comme une politique hypocrite et de deux poids, deux mesures. Selon lui, les dirigeants européens, comme Emmanuel Macron, ont appelé l'Iran à faire des concessions tandis qu'il minimise les actions d'Israël, illustrant un biais contre l'Iran. Lavrov fait un parallèle avec la situation en Ukraine, où Volodymyr Zelensky, qu'il considère comme contrôlé par les États-Unis, chercherait à provoquer une guerre pour que les Américains et l'OTAN se battent à sa place. Lavrov évoque l'échec des tentatives passées pour résoudre le conflit israélo-palestinien et insiste sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques pour établir un État palestinien conformément aux résolutions de l'ONU. Concernant l'Ukraine, Lavrov critique l'influence occidentale et affirme que Kiev n'aurait pas attaqué des régions comme celle de Kursk sans l'approbation des États-Unis. Il dénonce l'instrumentalisation de l'Ukraine par l'Occident pour nuire à la Russie et souligne l'échec des précédents accords de paix, notamment les accords de Minsk, qu'il accuse l'Ukraine de ne jamais avoir respectés. Il considère que les négociations avec Kiev sont impossibles tant que Zelensky maintient son décret interdisant les pourparlers, et qualifie les initiatives occidentales de rêves irréalistes. En ce qui concerne l'Irak, Lavrov souligne que la Russie entretient des relations diplomatiques de longue date avec Bagdad et s'efforce de renforcer ses liens économiques et militaires. Il critique vivement l'invasion américaine de 2003, qu'il considère comme ayant entraîné la création de l'État islamique et déstabilisé la région. La Russie soutient le retrait de la coalition internationale de l'Irak et espère renforcer sa coopération dans les secteurs de l'énergie, des technologies et de l'information, tout en promouvant la stabilité politique intérieure en Irak. Enfin, Lavrov met en avant l'idée que l'Occident utilise des crises internationales pour atteindre ses propres objectifs géopolitiques, au détriment de la stabilité et de la souveraineté des nations concernées. Suivons l'entretien et discutons ensuite. Lavrov, bonjour et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir ici. Cette année marque le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes dont la Syrie. Néanmoins, les liens historiques entre Moscou et Damas sont beaucoup plus profonds. Comment évalueriez-vous les relations russo-syriennes dans leur dimension historique et à l'heure actuelle ? Les relations diplomatiques officielles ont été établies en juillet 1944. Lorsque la Grande Guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale, touchait déjà à leur fin implacable. En effet, vous avez raison, les échanges commerciaux, culturels, religieux ont été instaurés bien avant. Pour autant, les relations ont été établies d'une manière officielle en juillet 1944. Depuis, nous avons contribué considérablement au devenir de la République arabe syrienne en tant qu'État indépendant, comme nous l'avons fait à l'égard d'autres pays arabes, africains et d'autres continents. La base industrielle de la Syrie a été recréée pratiquement de toutes pièces. L'Union soviétique ayant construit environ 80 usines, plus de 2000 km de voies ferroviaires, près de 4000 km de lignes de transmission. Sans aucun doute, une contribution tout aussi importante au développement de l'État syrien a été la formation des cadres. Des dizaines de milliers de Syriens ont fait leur étude en Union soviétique et poursuivi leur formation en Fédération de Russie. Bien sûr, ceci représente l'ossature des élites nationales dans le domaine de l'industrie, de l'enseignement et de la science. Nous poursuivons notre travail à cet égard en continuant à soutenir le peuple syrien dans ses efforts pour surmonter la situation actuelle, à savoir que lorsqu'en 2011, les États-Unis, après l'Irak, après la Libye, qu'ils ont cherché à détruire à travers leur agression, ont décidé de faire connaître le même sort au peuple syrien. Nous nous sommes opposés catégoriquement à la répétition d'actions similaires. En 2015, par décision du président Poutine, nous avons envoyé un contingent afin qu'il protège la République arabe syrienne d'une agression directe, remontant d'ailleurs aux événements d'Irak, notamment à la destitution de Saddam Hussein. C'est à l'issue de ces actions des États-Unis que ce fameux État islamique a été formé, représentant une vraie menace pour l'existence de la Syrie. Quand nos troupes y sont entrées en 2015, l'État islamique était déjà aux abords de Damas, alors que les pays occidentaux, avec les États-Unis à leur tête, tentaient de faire la loi dans l'est de la Syrie.
Ainsi, nous avons stabilisé la situation et depuis lors, la partie majeure du territoire de la République arabe syrienne est retournée sous le contrôle des autorités légitimes. Nous continuons à résoudre des problèmes restants en une coopération la plus étroite avec la direction syrienne. En juillet de cette année, le président Al-Assad s'est rendu une nouvelle fois en visite à Moscou. Il a eu un entretien exhaustif et fructueux avec le président Poutine sur des questions concrètes de développement ultérieur, de la coopération bilatérale et nos actions conjointes dans la région. Quant à moi, je maintiens les contacts avec mon homologue Faisal Al-Mekdad, avec qui nous nous sommes entretenus la dernière fois en mai dernier à Moscou. De la sorte, nous faisons face à bien des problèmes, mais notre disposition à les régler avant tout dans l'intérêt du peuple syrien et de son État est mutuelle. Le gouvernement syrien ne contrôle pourtant pas à présent tout le territoire du pays, surtout ses principales régions pétrolières. Comment cette situation peut-elle être résolue et quelle est l'influence du contingent américain présent en Syrie ? Cette présence a une influence directe sur la situation. C'est plus que le fait d'avoir de l'influence. C'est la raison essentielle de la situation actuelle sur la rive est de l'Euphrate, ainsi que dans le sud-est, là où les Américains ont créé une zone d'un rayon de 55 km autour de la localité d'Al-Tanf, annonçant leur présence comme mesure de contrôle, mesure préventive contre la propagation de l'influence de l'État islamique. Mais tout cela vient bien sûr du malin. Il ne s'agit pas du tout de mission antiterroriste des Américains. Ce qu'ils font, c'est de fonder un quasi-État et de façon assez active, à la différence de tous les territoires syriens contrôlés par les autorités légitimes contre lesquelles des sanctions rigoureuses ont été adoptées. Ceux qu'on qualifie de loi César étouffantes, entre autres sur le territoire que les Américains contrôlent et parrainent. Ces sanctions ne sont pas en vigueur. Bien plus, il y a de l'argent qui est investi. Et cela, comme vous l'avez dit, que se trouvent les gisements de pétrole et de gaz les plus riches sur les terrains agricoles les plus fertiles qui sont exploités sans ménage. Le pétrole, le gaz et les céréales sont exportés par les Américains et vendus par leurs valets. Bien sûr, les recettes n'entrent pas dans les coffres de l'État syrien, mais sont utilisées pour financer de telles actions visant à favoriser le séparatisme et à créer un quasi-État. Il est regrettable que les Américains aient entraîné dans leur jeu les Kurdes en misant sur ces derniers. Il y a eu déjà plusieurs affrontements entre les unités kurdes et les détachements des tribus arabes qui ont habité ces terres pendant des siècles. Les Américains aspirent maintenant à s'emparer d'une partie de ces territoires en faveur de leur projet de quasi-État. Les Kurdes doivent probablement comprendre que leur avenir est dans l'unité et qu'il ne faut pas espérer que les Américains les sauveront, mais trouver un accord avec le gouvernement syrien, s'accorder sur les droits qu'ils doivent obtenir en tant que minorité ethnique. Un tel dialogue a été entamé. Nous y avons contribué, mais en fin de compte, les Américains ont su persuader les Kurdes qu'il valait mieux attiser la confrontation avec le gouvernement plutôt que coopérer avec lui. Nous maintenons le contact avec nos collègues kurdes. Nous coopérons avec tout le monde. Nous leur rappelons le sort des autorités afghanes qui avaient décidé elles aussi de s'appuyer non pas sur leur propre peuple et un dialogue national, mais sur les promesses des États-Unis. Et alors, en une nuit, les Américains les ont quittés, sont partis en les laissant sans rien. J'espère que l'expérience historique de ce pays proche de la Syrie sera assimilée par nos partenaires kurdes et que ceux-ci retourneront malgré tout sur la voie du dialogue national, de la coordination des conditions de leur cohabitation avec Damas au sein de l'État syrien uni. Les médias ont récemment fait mention d'une éventuelle rencontre entre Bachar al-Assad et Recep Tayyip Erdogan et le rétablissement des relations diplomatiques bilatérales. Quel est le rôle de la Russie dans ce processus et quelles sont les perspectives de cet accord à l'heure actuelle, compte tenu des récentes déclarations d'Assad sur le manque de progrès dans ce domaine?
Le facteur turc est également une des circonstances liées à l'intégrité territoriale de la Syrie, car la prétendue zone de désescalade d'Idlib est sous le contrôle des troupes turques. Cela a été fait en 2019, afin de réprimer dans cette zone les activités terroristes du groupe Jabhat al-Nusra, aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham. Et sans difficulté, les Turcs ont décidé de pacifier ce territoire. Puis en 2019, 2020 et 2021, les présidents Erdogan et Poutine, compte tenu de la présence du contingent militaire russe en Syrie, ont conclu des accords qui permettent d'expulser les terroristes de cette enclave et de les remplacer par des autorités prêtes à dialoguer avec le gouvernement. On avait un arrangement portant sur le déblocage de la route M4 qui permettait de relier Damas à la partie centrale de la Syrie. Tous ces accords sont sur le papier, mais leur réalisation est malheureusement extrêmement lente. La menace de Jabhat al-Nusra et de Hayat Tahrir al-Sham était plus grave. Mais nous continuons à encourager nos collègues turcs à s'acquitter de leurs obligations. Le président Erdogan et ses ministres ont toujours déclaré qu'ils respectaient l'intégrité territoriale de la Syrie et que leur présence sur ce territoire était temporaire jusqu'à ce que le problème du terrorisme soit résolu. D'ailleurs, ces engagements sont inscrits dans tous les documents adoptés dans le cadre du format d'Astana, auquel participent la Russie, la Turquie et l'Iran, et qui, à mon avis, est le format de coopération le plus prometteur pour aider à résoudre les problèmes existants en Syrie. Mais pour l'instant, étant donné que la Turquie travaille dans la zone de désescalade d'Idlib, elle mène également des opérations contre les extrémistes kurdes à la frontière avec la Syrie, car ils tentent de créer des problèmes pour les Turcs dans cette zone. Jusqu'à présent, Damas s'est montré très prudent à l'idée de rétablir les relations avec Ankara. L'année dernière, grâce aux efforts de nos ministres concernés, nous avons pu organiser des réunions avec la participation de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et des services de renseignement, dans le cadre desquels nous avons tenté de convenir des conditions qui pourraient conduire à une normalisation des relations entre la Syrie et la Turquie. Les Syriens et les Turcs, ainsi que les Iraniens et les Russes, ont participé à ces réunions. C'était le format d'Astana, mais avec la participation de la Syrie. Cette réunion était utile. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur la façon de procéder. Le gouvernement syrien considère que pour poursuivre le processus, il faut clairement établir une procédure de retrait des contingents turcs du territoire syrien. Les Turcs y sont prêts, mais pour le moment, on n'arrive pas à s'entendre sur des détails précis. Il s'agit pourtant du retour des réfugiés, des mesures nécessaires pour étouffer la menace terroriste, ce qui rendra inutile la présence des contingents turcs. Nous y travaillons. Nous nous basons sur l'opportunité de préparer une nouvelle réunion. Et je suis certain qu'elle aura lieu dans un avenir proche. Nous tenons à ce que nos partenaires de Damas et d'Ankara normalisent leurs relations. D'autant plus que le dirigeant turc et son homologue syrien avaient des relations personnelles très chaleureuses avant 2010-2011 et jusqu'au printemps arabe. Je pense que cela jouera un rôle positif. Un autre pays qui célèbre le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la Russie en 2024, c'est le Liban. Comment les relations russo-libanaises se sont-elles développées ? Les cas de ces pays étaient semblables. L'Union soviétique a accompagné cette reconnaissance diplomatique des pays arabes par une assistance très étendue au niveau de l'émergence de l'économie nationale, de l'industrie, des infrastructures sociales et du système d'enseignement. Les relations diplomatiques avec le Liban ont été établies en août 1944, un mois après la Syrie. Outre l'aide apportée à la création de l'État libanais, nous avons largement participé aux efforts internationaux visant à faire cesser la guerre civile de la fin des années 60 et au début des années 70. Nous avons plaidé régulièrement pour la cessation des actions agressives menées par Israël au cours de la guerre de 2006
lorsqu'il a essayé par la force d'éradiquer la menace que le Liban constituait à ses yeux. Et depuis, cela continue. Ces événements qui durent depuis des décennies ont déjà pu montrer que ce genre de problèmes ne peuvent pas être résolus par la force. Ils doivent être réglés sur la base de la prise en compte du droit légitime des peuples de la région, y compris du peuple palestinien, à un État indépendant. L'écho de ces événements se manifeste parfois par les actions qu'Israël entreprend contre le Liban et la Syrie. Je parle ici de l'utilisation illégitime de l'aviation pour bombarder le territoire des États souverains sous prétexte de lutte contre le terrorisme et qui reste un facteur de tension. À présent, lorsqu'Israël a l'intention par la force et non par la voie des négociations de parvenir à la solution finale de la question palestinienne, cela nous renvoie aux événements historiques où certains personnages utilisaient la même formule. Si, prenant de la même manière, Israël intensifie ses actions agressives contre les organisations qui, selon lui, soutiennent les Palestiniens, et cela dans un esprit extrémiste, le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine, qu'Israël s'est donné comme objectif de détruire. Une solution absolument sans issue. Il faut chercher un terrain d'entente. Le Hamas fait partie du peuple palestinien, tout comme le Hezbollah fait partie du peuple libanais. En Syrie comme en Irak, il existe des organisations qui représentent les mouvements de résistance. Israël les considère également comme terroristes. Je le souligne encore une fois. Il est impossible de résoudre par la force les problèmes qui se posent à Israël et qu'il considère comme un obstacle à son existence pacifique. Il faut trouver un terrain d'entente, mettre en œuvre les décisions de l'ONU sur la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967. C'est la seule voie vers la paix stable et durable et vers les garanties de sécurité pour Israël, ce qui est du plus grand intérêt pour nous. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus par la force. Aujourd'hui, le Liban se trouve dans une position où, en grande partie à cause de la crise dans la bande de Gaza et sur le territoire palestinien en général, il est confronté à un nouveau défi. Le Hezbollah, par esprit de solidarité avec le peuple palestinien, mène des actions actives, effectue des frappes inquiétantes contre Israël. Mais tout cela est mesuré et se fait à petite échelle. Israël considère que le Hezbollah devrait faire profil bas, ne pas exprimer sa solidarité avec les Palestiniens, incarnés selon Israël dans le Hamas, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de faire disparaître. Nous sommes en contact avec nos collègues israéliens, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de celui de la Défense, des conseils de sécurité des deux pays. Nous essayons toujours de faire passer le message que les tentatives de tout résoudre par la force, sans aucune autre alternative, sont vouées à l'échec. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dit publiquement qu'il ne souciait guère de la création d'un État palestinien, que sa préoccupation était la sécurité d'Israël en tant qu'État. Au fond, cette déclaration signifie le refus d'appliquer la décision de l'ONU. C'est un scénario très déplorable. Et ce qui est surtout déplorable, c'est que Washington est complice de toutes les décisions d'Israël. Washington bloque tout accord au Conseil de sécurité de l'ONU, qui pourrait conduire à un cessez-le-feu à part entière et permanent. Washington fournit constamment des armes à Israël et ces armes sont utilisées pour continuer à agresser le peuple palestinien avec plus de 40 000 de civils tués durant les 10 mois de l'opération qui a suivi le 7 octobre de l'année dernière. C'est bien sûr un chiffre effrayant. Les méthodes de punition collective des Palestiniens pour l'attaque du 7 octobre qui a été effectuée par le Hamas et que nous avons condamné ne sont pas moins illégales. C'est exactement ce qu'en dit le droit international humanitaire. Pour en revenir au Liban, une autre particularité que présente ce pays, c'est sa structure étatique qui garantit une représentation égale, une représentation équilibrée des groupes nationaux et des diverses confessions. Depuis 2 ans, après les dernières élections en date,
Il n'arrive toujours pas à former les structures étatiques en se vengeant du Hezbollah, avec lui du peuple libanais. Israël essaie d'entraîner le Liban dans le conflit, ce qui à ce stade empêche bien évidemment nos collègues et nos partenaires libanais de mettre en œuvre efficacement cette structure étatique. On réussit pour le moment à trouver l'équilibre au Proche-Orient. Mais serait-il possible que la situation et l'escalade en cours puissent dégénérer en une grande guerre entre l'Iran et Israël, avec l'implication d'autres pays? On dirait qu'Israël est le seul pays à souhaiter un tel scénario. Le gouvernement israélien actuel, assez ferme au sens politique, ne cache pas sa volonté de profiter de cette situation et d'essayer de résoudre pour de bon tous les problèmes avec le Hamas, le Hezbollah, les groupes pro-Iran en Syrie et en Irak, ainsi qu'avec l'Iran. Comme vous venez de le dire, l'Iran ne veut catégoriquement céder à aucune provocation, ni s'engager dans des combats à grande échelle, mais on essaie quand même de le provoquer. Et l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien à Téhéran, est bien sûr une provocation. À ce moment-là, l'Iran n'a pas réagi, mais a cependant déclaré de réserver le droit de réagir, parce que l'élimination délibérée d'un invité du gouvernement iranien violait l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Iran. Et lorsque Téhéran a déclaré qu'il se réservait ce droit, les Américains se sont mis à l'en dissuader. Le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de l'Union européenne ont également lancé un appel à l'Iran. Ils ont tout mis sens dessus dessous. Selon eux, ce n'est plus Israël qu'il faut apaiser pour qu'il ne commette plus d'assassinats politiques. C'est l'Iran qui doit tout avaler à la bouche close, prêt à subir d'autres situations où il sera poussé à des décisions irréfléchies. Je vois ici un parallèle intéressant. Volodymyr Zelensky, qui est aussi complètement contrôlé par les États-Unis, veut presque la même chose, mais seulement en Ukraine. Il souhaite tout faire pour déclencher une grande guerre et se mettre à l'écart afin que les Américains et l'OTAN fassent la guerre à sa place. Ce sont deux situations très semblables où on essaie de déclencher une grande guerre au Proche-Orient et sur les territoires adjacents à la Russie et dans la région de Koursk, dont une partie est maintenant contrôlée par le régime nazi de Zelensky, qui se sert d'armements fournis par l'OTAN. Mais revenons au Proche-Orient, vu l'expérience historique, la situation est complexe et selon certains désespérante, nous avons fait les mêmes erreurs. Nous sommes parvenus bien des fois à la résolution du problème palestinien. J'ai assisté moi-même à l'élaboration de la feuille de route par la Russie, les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne. Elle a été approuvée par le Conseil de sécurité en 2003 et prévoyait la création d'un véritable État palestinien en un an. Toutes les étapes et tous les délais ont été fixés, mais après tant de temps, l'État palestinien n'a toujours pas été créé. Alors, vu cette expérience politique, nombreux sont ceux qui considèrent qu'il est inutile d'appliquer de nouveaux efforts politiques et diplomatiques en ce sens. Mais quelle est l'alternative dans cette situation? La guerre? C'est pourquoi nous ne devons en aucun cas baisser les bras. Il faut poursuivre nos efforts en insistant pour que les décisions du Conseil de sécurité soient mises en œuvre. C'est aussi un autre exemple de l'hypocrisie de la politique de deux poids deux mesures que l'Occident, qui déclarait qu'il fallait respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Si vous respectez la souveraineté, l'État palestinien, selon les décisions du Conseil de sécurité, doit être créé sur la base de son intégrité territoriale, dans les frontières fixées dans les décisions, ainsi qu'avoir sa propre souveraineté. Mais on cherche à glisser aux Palestiniens un ersatz, sous forme d'enclave isolée et contrôlée par Israël le long de leur périmètre extérieur. Je suis convaincu que cela ne mènera à rien de bon. Nous allons encore revenir sur le Proche-Orient. Vu que vous avez mentionné la région de Koursk, je ne peux pas la laisser de côté. Vous avez dit récemment que Zelensky ne se serait jamais décidé à attaquer la région de Koursk sans un ordre de la part des États-Unis. À quoi l'Occident cherche-t-il à parvenir par de telles actions, ainsi qu'en gavant l'Ukraine d'armes de plus en plus modernisées de mercenaires? Puis, des articles sur le remplacement éventuel de Zelensky figurent entre autres dans la presse. Si c'est le cas, les négociations avec Kiev seront-elles possibles?
Quant aux objectifs poursuivis par ceux qui ont orchestré la provocation dans la région de Koursk, l'intrusion d'unités nazies, avec un grand nombre d'ailleurs de mercenaires ou peut-être même de cadres militaires, des langues étrangères étant détectées, j'ai du mal à dire quelle était leur intention dans ce cas, parce que nos collègues occidentaux ont des cervelles très sophistiquées. Ils interprètent parfois les choses à leur manière, et cela n'aboutit par la suite à rien. Quelle était la motivation de leur invasion de l'Afghanistan? Éliminer les terroristes? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Un échec, la fuite, une fuite honteuse. Quelle était l'intention de leur invasion de l'Irak? Détruire les armes de destruction massive? Il s'est avéré qu'il n'y en avait pas. Et il est déjà grand temps, le Parlement irakien le demande aux Américains depuis plusieurs années, de retirer les restes de leur contingent armé. Alors que les Américains, comme pays qui respectent la souveraineté des pays membres de l'ONU indépendants, ne veulent pas quitter la zone. Mais en fin de compte, c'est ce qui leur est demandé. Maintenant, la Libye, ils ont détruit l'État qui était le plus épanoui dans la région sur le plan social et économique, avec l'essence presque gratuite et l'enseignement gratuit, y compris à l'étranger. Qu'en est-il de la Libye aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai du mal à voir quel était leur but et intention. Mais ce dont les politologues discutent à présent, et que Zelensky même déclare de tels aveux, une sorte de lapsus freudien sort parfois de sa bouche. Il a dit que cela ce serait nécessaire pour des échanges ultérieurs, qu'il prendrait des prisonniers de guerre et s'emparer de kilomètres carrés. D'une manière bien ingénue, naïve, nous discutons de nos terres avec personne. Nous ne menons pas non plus de négociations à propos de notre territoire. Nous étions prêts à mener des négociations sur la répression des crimes que le régime de Kiev a entrepris après le coup d'État, quand il a commencé à bombarder ses propres villes en raison du fait que leurs habitants avaient refusé de reconnaître les résultats du putsch et se sont levés contre la décision des militants arrivés au pouvoir d'interdire la langue russe dans tous les domaines de la vie. Ils ont été qualifiés de terroristes. Justement, pour y mettre fin, nous étions prêts à négocier. Nous avons mené ces négociations et elles se sont terminées par les accords de Minsk que, comme vous le savez, et cela a été annoncé publiquement, personne n'avait l'intention de respecter. Il leur fallait gagner du temps pour pouvoir doter le régime nazi, qui continuait à éradiquer tout ce qui était russe, d'un maximum d'armes contre la Russie. C'est justement pour protéger les droits de ces personnes, pour protéger leur histoire, l'héritage de leurs ancêtres, leur langue, leur religion, leur culture, que nous étions obligés de reconnaître les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, conformément à leurs demandes et conformément à l'article 51 de la Charte de l'ONU, et de les protéger. Mais jusqu'à ce moment-là, nous étions prêts à négocier. Nous avons encouragé les négociations qui ont débouché en février 2014 sur la signature d'un accord entre Yanukovych et l'opposition. Le lendemain matin, ces accords-là ont été également déchirés et un coup d'État sanglant a été organisé. Si ces accords avaient été remplis, l'Ukraine serait restée dans les frontières de 1991, dont rêve Zelensky. La Crimée aurait été dans ces mêmes frontières de 1991, si seulement le coup d'État n'avait pas eu lieu. Si un an après, en février 2015, les dirigeants ukrainiens, avec la France et l'Allemagne, qui les soutenaient, avaient respecté les accords de Minsk, l'Ukraine aurait été dans les mêmes frontières de 1991, mais sans la Crimée, pour des raisons bien claires. De plus, si en avril 2022, l'Ukraine avait respecté ce qui avait été convenu à Istanbul et n'avait pas écouté Boris Johnson, qui lui a interdit de le faire, l'Ukraine aurait été plus ou moins dans les frontières de 1991. La Crimée et une partie importante du Donbass en moins. Mais à chaque fois, les Ukrainiens ont montré leur incapacité totale à négocier. À chaque fois, l'Occident mettait en évidence qu'il avait besoin de l'Ukraine uniquement pour nuire.
comme il le croit, à la Russie, l'agacer, lui faire la guerre. Et pour rien d'autre, l'Occident n'a donc pas besoin de ces accords. Mais chaque fois que les accords convenus ont été discrédités, l'Ukraine était de plus en plus perdante. Il y a 1 an et demi, lorsque le président a abordé le sujet des éventuelles négociations, il a dit que nous ne nous opposions pas aux négociations. C'était il y a un petit moment déjà. 6 mois après le début de l'opération militaire spéciale. Mais ceux qui s'y opposent doivent comprendre que plus cela dure, plus il sera difficile de parvenir à un accord. À Istanbul, moins d'1 mois après le début de notre opération militaire spéciale, comparé à ce que nous voyons aujourd'hui, il était très facile de parvenir à un accord. Ils ne le voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas complètement atteint leur objectif, comme ils le pensaient, à savoir continuer à épuiser la Russie. En ce qui concerne la région de Koursk, je suis sûr que ce n'est pas le même sujet. Pour tout le reste, le président s'est prononcé le 14 juin, lors de son intervention au ministère des Affaires étrangères. Il a dit que nous étions prêts à trouver une solution à la situation en nous basant sur les faits réels, sur la réalité du terrain et de la constitution russe, où il est clairement dit qu'en plus de la Crimée, nous avons maintenant 4 nouvelles entités de la Fédération de Russie, la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, les régions de Zaporogie et de Kherson. Ceci étant dit, il n'est pas question d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il ne s'agit même pas d'une ligne rouge. C'est tout simplement impossible. Et ceux qui tiennent des discours du genre intégrant l'Ukraine à l'OTAN avec les territoires qui lui restent et tout ira bien, ce ne sont que des rêveurs. Ce sont des rêveurs et des provocateurs. C'est pourquoi notre position est claire. Si ces conditions sont remplies, il est donc possible de revenir aux négociations? Actuellement, il n'est question d'aucune négociation. Et le président a dit à maintes reprises que ceux qui font des déclarations en faisant allusion au fait que la Russie repousse prétendument des négociations alors que l'Ukraine y est prête devraient s'adresser directement à Zelensky. S'il a l'esprit entièrement clair, un jour de la semaine pour qu'il annule son propre décret interdisant les négociations. Récemment, une réunion des ministres de l'UE a eu lieu. Et lors de son dernier discours, Borrell a déclaré que la seule alternative aux négociations était la formule de Zelensky. Je pensais qu'au moins ils avaient une formation. Ils comprenaient comment faire de la politique en tenant compte de la situation actuelle. Nous sommes dans une impasse. Il est clair que Borrell aimerait entrer dans l'histoire comme le principal russophobe d'Europe. Il quitte ses fonctions, mais soit c'est du dilettantisme, soit c'est de la folie, qui a complètement assombri l'esprit des diplomates et des politiciens occidentaux. Revenons au Proche-Orient. Ce sera ma dernière question. L'Irak est encore un pays avec lequel la Russie maintient des relations diplomatiques depuis déjà 8 décennies. Comment les relations avec Bagdad ont-elles évolué? Quels sont les domaines de coopération les plus prometteurs compte tenu de la situation sur le terrain et des négociations en cours sur le retrait de la coalition internationale d'Irak? Nous avons établi des relations diplomatiques avec Bagdad en septembre 1944. Juste 1 mois après en avoir établi avec le Liban. Là aussi, l'Union soviétique a beaucoup fait pour aider les Irakiens à développer leur pays et leur économie, ainsi qu'assurer leur capacité de défense. Moscou a livré beaucoup d'armements à l'armée, aux unités spéciales, aux forces de maintien de l'ordre irakiennes. Aujourd'hui, nous faisons bien sûr renaître ces traditions, après une période tragique pour le peuple irakien. En 2003, l'OTAN, avec les États-Unis en tête, a envahi le pays sous de faux prétextes et même, comme on le dit maintenant, sous faux drapeaux. Plus tard, ils ont reconnu que ce prétexte, à savoir la nécessité d'éliminer les armes de destruction massive dans le pays, était faux. Ils ont diffusé à travers la planète les images de l'exécution par pendaison de Saddam Hussein, condamné pour avoir prétendument détenu ces armes de destruction massive. C'est une histoire répugnante, tout aussi répugnante que celle du meurtre de Muammar Kadhafi, sous les acclamations d'Hillary Clinton. L'Irak a souffert pendant de longues années
parce qu'à la suite de cette agression, sa souveraineté a également été soumise à de dures épreuves. Mais en fin de compte, les Irakiens réussissent à surmonter la fragmentation et notamment à renforcer leurs relations avec la région autonome du Kurdistan. Moscou contribue à ces processus. Nous travaillons tant avec Bagdad qu'avec Erbil. J'ai effectué une visite dans les deux villes il y a quelques années. Nos diplomates se rendent sur ces territoires et dans ces villes. Ils assistent aussi à des diverses rencontres promouvant la stabilité politique intérieure en Irak. Le nouveau Premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, qui s'est rendu l'automne dernier en Russie pour une visite officielle, a réussi à mobiliser les forces de maintien de l'ordre et les services spéciaux, à les orienter vers la stabilisation de la situation, vers une lutte efficace contre les groupements terroristes qui restent toujours dans le pays et qui sont liés à l'État islamique et à certains autres groupements. Soit dit en passant, l'État islamique est apparu justement au moment où les Américains ont envahi l'Irak en 2003 et où Paul Bremer, à leur avis représentant américain le plus expérimenté de cette époque, a été nommé général-gouverneur de l'Irak. Une de ses premières décisions était d'interdire le parti Baas et toutes les structures y liées d'une façon ou d'une autre. C'était le parti au pouvoir. Tous les militaires, tous les officiers, tous les agents des services spéciaux et leurs dirigeants étaient membres du parti. Ils ont tous été envoyés et les islamistes qui voulaient créer une organisation terroriste les ont acceptés avec plaisir dans leur rang. Ces officiers ont assuré l'efficacité militaire assez importante de l'État islamique. C'est donc une conséquence directe de la politique agressive américaine. Sur le plan économique, nous coopérons principalement dans le domaine du pétrole et du gaz. Lukoil, Gazprom Neft et Rosneft. Ces trois sociétés russes ont investi presque 20 milliards de dollars dans ce secteur. Cette coopération est mutuellement bénéfique et nous voyons ces perspectives dans le domaine des hydrocarbures. Mais il y a bien d'autres projets dans le secteur industriel, dans le domaine des technologies et dans celui de l'information et de la communication. Nous espérons que toutes ces questions seront abordées dans le cadre de la commission intergouvernementale russo-irakienne qui sera créée. Quelle influence la présence de la coalition internationale a-t-elle ? J'ai déjà dit que le Parlement et le gouvernement irakien avaient à plusieurs reprises pris et confirmé la décision que cette coalition internationale, dite anti-État islamique, devrait quitter le territoire de la République d'Irak. En réponse aux déclarations de Washington, selon lesquelles les États-Unis vont y réfléchir encore, les Irakiens ont dit d'une manière polie mais ferme: vous savez, ce sont nos terres. Un grand merci à vous pour tout ce que vous avez fait, y compris pour la création de l'État islamique, pour lutter contre lequel vous voulez rester encore chez nous. Je pense que ce retrait aura lieu dans un avenir proche. Monsieur Lavrov, merci pour cette interview détaillée. Comme vous l'avez remarqué dans cette interview, Sergueï Lavrov présente une vision tranchée des conflits mondiaux, de l'Ukraine au Proche-Orient en passant par l'Irak. Il critique sévèrement l'Occident, accusant les puissances occidentales de manipuler les situations géopolitiques pour leurs propres intérêts, tout en prétendant défendre la souveraineté et les droits humains. Lavrov met en avant une double moralité où les engagements internationaux sont souvent bafoués pour servir des agendas politiques. Sa position sur la nécessité d'un État palestinien et ses réflexions sur les erreurs de l'Occident dans des conflits comme l'Irak et la Libye posent des questions cruciales sur la légitimité des interventions internationales et le respect des accords de paix. Nous vous remercions d'avoir suivi cet entretien jusqu'à la fin. Voici quelques interrogations sur lesquelles nous souhaitons avoir vos avis. 1. L'interview de Lavrov soulève la question de la crédibilité des interventions occidentales dans les conflits mondiaux. Pensez-vous que les accusations de double moralité sont justifiées, ou sont-elles une stratégie de diversion? 2. Lavrov critique les efforts diplomatiques échoués pour la création d'un État palestinien. Quels sont, selon vous, les véritables obstacles à la résolution du conflit israélo-palestinien et comment pourraient-ils être surmontés? 3. Il accuse l'Occident d'avoir mal géré les conflits en Irak et en Libye, conduisant à des désastres humanitaires et politiques. Selon vous, comment les grandes puissances devraient-elles adapter leur approche pour éviter de telles erreurs à l'avenir? 4. Lavrov parle des tensions en Ukraine et critique l'orientation de Kiev sous la pression des États-Unis et de l'OTAN. Quel rôle pensez-vous que ces influences extérieures jouent réellement dans le conflit ukrainien, et comment cela affecte-t-il les perspectives de paix? Nous aimerions connaître vos opinions sur ces sujets controversés et les arguments présentés par Lavrov.
Partagez vos réflexions et engageons un débat constructif. Merci et à bientôt.